Aujourd'hui, je te parle de l'IMC, l'indice de masse corporelle. On va voir pourquoi aujourd'hui c'est un outil désuet et qu'il ne faut plus utiliser, mais que beaucoup de médecins et nutritionnistes utilisent encore. La suite après l'intro. Bienvenue sur Green Escape. Aujourd'hui, on va encore débunker un outil encore très utilisé qui est l'indice de masse corporelle, aussi appelé en anglais Body Mass Index. On va dire plusieurs choses sur l'IMC. Un, c'est quoi? Deux, le problème avec cet outil, les alternatives, et enfin ma conclusion personnelle qui est mon avis évidemment. Pas un avis médical, je le souligne encore, et c'est le cas dans toutes mes vidéos. Donc pour commencer, l'IMC, c'était donc appelé indice de masse corporelle, c'est un calcul. C'est votre taille au carré divisé par le poids. Donc par exemple, si je fais 1m76, ça fait 1,76 au carré divisé par mon poids. Qui a inventé ce fameux IMC? Eh bien, c'est relativement vieux, ça date du 19e siècle, et c'est Adolphe Quetelet, qui était un Belge, qui était biologiste et statisticien. Et en fait, sa demande et son utilisation de son IMC à l'époque, ça a été rapidement utilisé par les assureurs. Pourquoi les assureurs, et particulièrement l'assurance vie? Quand vous les prêtez à quelqu'un et que vous êtes un assureur, vous voulez surtout savoir si vous allez décaisser votre assurance vie ou s'il y a un risque. Donc il cherchait un indice rapide. Donc vous l'aurez compris, à la base en fait c'était un outil pour détecter effectivement les chances de mortalité ou de maladie dans une population à des fins statistiques, pour aider à la décision. Donc c'est pour ça que ça reste un outil intéressant en matière de politique publique. Et on a effectivement une norme pour cet IMC qui est compris en 18,5 et 25 pour cet indice. Si on met ça en population générale, en fait, vous avez un genre de courbe en cloche où en biologie, c'est très fréquent, c'est-à-dire que c'est comme, en fait, si vous voulez, la distribution du QI, c'est-à-dire plus vous allez vers la gauche, plus le QI va baisser, plus vous allez vers la droite, plus effectivement les gens avec un QI plus élevé deviennent rares. Là, d'un point de vue santé, en fait, ça veut dire que si vous êtes trop maigre ou si vous êtes trop gros, ça a les mêmes conséquences. C'est-à-dire une personne qui est trop maigre a aussi un risque de mortalité ou de maladie plus élevé, ainsi qu'une personne en surpoids ou obèse. Le problème, c'est que effectivement, c'est peut-être un outil qui est très simple à calculer, utile en population générale, mais il y a plein de problèmes avec cet outil parce qu'il est beaucoup trop général. Et aujourd'hui, on a tendance à l'utiliser un peu trop. Et on va venir un peu sur les problèmes. Le problème, c'est que ça ne tient pas compte de la personne, du sexe, de sa masse musculaire, ni de sa masse graisseuse, ni de la masse osseuse. Donc en fait, vous prenez une décision sur la santé de quelqu'un sans prendre en compte si c'est un homme ou une femme. Déjà, on a une différence entre hommes et femmes en termes de la masse musculaire, mais aussi de la distribution de la masse graisseuse. En général, les femmes ont un pourcentage de masse graisse plus élevé. Donc cet outil déjà il est disqualifié pour toute personne qui aurait une masse musculaire qui est dévie de la norme. Donc ça peut être un athlète, ça peut être un bodybuilder. Si vous prenez l'indice de ces personnes, en fait elles seront classées obèses alors qu'elles sont en très bonne santé. Donc c'est pas vraiment très utile. C'est utile effectivement pour analyser des populations, mais pour un individu isolé c'est très discutable. Et du coup, en fait, ça peut fausser en fait vos résultats. Si vous essayez de revenir dans la norme, eh ben, ça va peut-être vous faire un objectif de poids trop bas par rapport à votre constitution, si vous êtes très musclé, etc. Ou si vous avez une masse osseuse qui est, on va dire, 20 ou 25% plus forte que la population générale. Et du coup, vous n'allez pas tomber dans la norme, mais pour autant, vous n'êtes pas malade ou en mauvaise santé.
Donc évidemment, il y a des alternatives, alors, et qui sont d'un point de vue scientifique déjà un peu plus solides. Donc le tour de taille, hein, le tour de taille, c'est quelque chose qui est très prédictif, hein, des maladies cardiovasculaires par exemple. Il y a un vrai lien entre le tour de taille et la santé. Donc là par exemple, prenez un mètre de couturière. La taille, alors je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pas au niveau du nombril, mais en fait c'est la zone la plus étroite, hein, comme ici, sous les côtes en gros. Et donc, un tour de taille de moins de 94, c'est OK pour les hommes, moins de 80 pour les femmes. Vous avez un autre ratio, un autre indice qui est intéressant, c'est le ratio taille-hanche. Donc là aussi, même mesure, vous prenez la taille ici et les hanches à ce niveau-là. Et pour un homme, un ratio normal, c'est un ratio de 0,9 et autour de 0,85 pour une femme. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est que chez un homme, vous avez quasiment pas de différence, vous voyez, entre la taille pardon, ici, et le tour de hanche. C'est-à-dire que s'il était à 1, on aurait exactement la même mesure, mais ça veut juste dire qu'on est légèrement plus étroit ici que les hanches. C'est-à-dire légèrement plus étroit, et voilà, donc vous voyez que ici, vous voyez légèrement plus étroit que les hanches. Chez les femmes, effectivement, ils ont la taille plus prononcée, c'est une différence chez les femmes, donc 0,85, mais vous voyez, pas de grand chose, hein. Vous avez un autre outil qui est peut-être moins fiable, mais qui est aussi qui peut vous permettre de juger, c'est le miroir. Donc ici vous avez un tableau des différentes masses graisseuses d'une personne. Et donc on considère voilà, des personnes vraiment obèses. Après ça change encore selon l'âge, parce qu'il y a des taux de masse grasse qui peuvent être normaux selon votre âge. Mais clairement, voilà, si vous avez ici une personne obèse, on verra très bien chez un homme que ça se voit que cette personne a une masse graisseuse excédentaire. Et progressivement, quand vous descendez dans la masse graisseuse, vous voyez que la silhouette s'affine et on a effectivement des abdos apparents à partir de, on va dire déjà 21-23, ça commence à être dessiné, 17% vous êtes déjà un peu plus dessiné, et à 11-13% vous êtes bien dessiné, et à 8%, en dessous de 8%, vous êtes carrément sec, voilà, mais ça c'est plus, on va dire, pour des gens qui font de la compétition, ou des choses comme ça, ou qu'une génétique exceptionnelle. La norme se situe chez les hommes plutôt entre, selon l'âge, hein, mais entre 17 et 23% de masse graisseuse, hein. Voilà, sachant que vous pouvez être très bonne santé en étant à 26-28% de masse graisseuse, mais voilà, évidemment la norme c'est plutôt ça, mais c'est aussi un indice intéressant. Et attention, je mets juste ici que là je vous ai pas mis pour les femmes, mais il y a là encore évidemment une différence entre hommes et femmes, donc il faut prendre des tableaux de ce type là différents pour les hommes et les femmes. Autre solution, la balance impédance métrique. Donc c'est une balance qui vous permet de mesurer approximativement votre masse graisseuse, hein. Bon, voilà, on est quand même en 2022, on a le droit d'utiliser un peu de technologie. Donc c'est une balance qui envoie un petit courant électrique dans votre corps, hein, et qui mesure du coup la résistance à ce courant électrique. Et alors évidemment, si ce courant traverse du muscle ou du gras, ça donne pas la même chose. Et donc c'est pour ça que vous avez ici une balance Tanita avec plusieurs électrodes. Ici vous avez des électrodes pour les pieds, et ici vous avez des électrodes pour les mains. Et donc celle-là est même capable de vous donner des séquences, c'est-à-dire qu'elle peut vous dire vous avez tant de graisse dans les jambes, dans les bras, dans le ventre. Et du coup c'est beaucoup plus précis, et ça permet aussi de distinguer entre masse graisseuse et masse osseuse, masse musculaire. Et donc pour une progression de perte de poids, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, vous voyez qu'il y a en fait, et ces indices-là sont beaucoup mieux étayés d'un point de vue scientifique que l'IMC. Un autre problème de l'IMC, c'est qu'on a des déviations très fortes dans les populations.
Voilà, pour un Européen, la norme c'est 25, mais j'ai même vu des papiers comme quoi, pour une personne asiatique par exemple, la norme ce serait plutôt 23. Donc vous voyez, il y a des grandes différences, et ce qui encore disqualifie un peu cet outil, donc qui n'est pas forcément le mieux. Pour conclure, moi je vous dirais utiliser l'IMC juste comme ça, comme indicateur, mais utilisez ni pour vous ni pour les autres, quoi, parce que si vous ne faites pas de la médecine en population générale, c'est-à-dire que vous voulez connaître l'état de santé moyen d'une population, évidemment vous pouvez calculer l'IMC facilement, parce que c'est facilement mesurable, et que quasiment tout le monde peut à un moment T rapidement connaître sa taille et son poids. Mais moi, mon sentiment à moi, c'est que si je vais chez un nutritionniste ou un médecin et que c'est le premier truc qui me fait comme diagnostic, franchement, pour moi, il n'est pas crédible, ou alors je commence à me méfier, ou carrément, je me barre direct, parce que je trouve que c'est plus sérieux d'utiliser cet outil en 2022.